Jusque-là, c'était un sujet tabou, une option totalement inenvisageable. Pourtant, après 8 années de guerre et des milliers de morts, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a longtemps martelé qu'il n'en sera jamais question pendant sa législature, a officiellement reconnu le 10 février dernier l'idée d'une négociation, de discussion avec les djihadistes qui ensanglantent le Mali en particulier et la région sahélienne en général. Comment comprendre ce qui ressemble à un rétropédalage? Aveu d'impuissance ou nouvelle stratégie plus réaliste devant l'aggravation de la situation? L'échec de la seule option militaire. Est-ce possible de combattre les groupes djihadistes qui tuent sans discernement et de façon aussi barbare et de dialoguer en même temps avec eux? Est-ce que ce n'est pas antinomique? Des dizaines de mouvements et bandes armés violents qui menacent l'intégrité du territoire, avec lesquels doit-on discuter? Quelles sont leurs revendications et sont-ils vraiment disposés à baisser les armes? Que peut-on attendre de cette démarche de la main tendue? Bonjour à tous et bienvenue à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, où nous avons planté notre studio aujourd'hui dans un amphithéâtre plein et devant un public venu nombreux, comme vous pouvez l'entendre. Est-ce que vous êtes là? Alors, une délocalisation du débat africain dans la capitale malienne à l'occasion du 20e anniversaire du Forum de Bamako. Cadre de discussion des grands sujets continentaux qui réunit ici chaque année des centaines de participants venus à la fois de toutes les régions d'Afrique, mais également d'Europe et d'Asie. Cette année, malheureusement, la délégation des participants chinois attendus n'a pas pu venir en raison de l'épidémie de coronavirus. Plusieurs invités sur ce plateau installé dans l'amphithéâtre 500 de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. D'abord, Maître Baber Ganou, ministre de l'intégration africaine, secrétaire général du Rassemblement pour le Mali, le RPM, parti présidentiel. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, Alain Foucault. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Second invité de ce plateau, Moussa Mara, ancien premier ministre du Mali, président du parti Yélema, candidat à la prochaine élection législative en commune 4 du district de Bamako. Bonjour, monsieur Moussa Mara. Bonjour, Alain. Sous vos applaudissements. Notre troisième invité est l'imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique malien. Il a lancé en septembre dernier la coordination des mouvements, associations et sympathisants, CMAS. Bonjour, imam Mahmoud Dicko. Bonjour. Sous vos applaudissements. Quatrième invité de ce plateau de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, Dr Niagale Bagayoko, politologue, présidente de l'African Security Sector Network, une organisation panafricaine qui rassemble des spécialistes de la réforme des systèmes de sécurité. Bonjour, Dr Niagale Bagayoko. Bonjour à tous. Sous vos applaudissements, notre dernière invitée, et pas des moindres, est une étudiante que je vous demande d'applaudir à tout rompre, s'il vous plaît. Mariam Diallo, étudiante en 3e année de licence économie et développement international à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Bonjour à tous. Merci d'être là. Alors je vais commencer par l'étudiante, Mariam. Vous avez entendu, comme tout le monde, le président Ibrahim Boubacar Keïta dire qu'il fallait négocier avec les djihadistes. Oui. Avez-vous été surprise et êtes-vous d'accord pour qu'on négocie avec eux? Je suis totalement d'accord, en ce sens que ça fait plusieurs années que la crise sévit. Il n'y a pas de solution. La guerre ne fait que s'aggraver. Et moi, je me dis que quand on va discuter avec eux, peut-être qu'on va trouver un terrain d'attente qui va les arranger et nous arranger. Mais après tout, il faut qu'on reste sur nos gardes. Est-ce que ça ne signifie pas que on reconnaît qu'on n'a pas pu se battre contre eux? Est-ce que ce n'est pas un recul pour vous? Je ne qualifierais pas ça de recul, mais je dirais que les moyens ne sont pas réunis pour atteindre ces objectifs. Donc, si on peut passer par la communication et trouver un terrain d'attente, ce serait l'idéal. Alors, ma question va également à Niagale, qui a souvent parlé de ça. Une bonne idée de négocier et avec qui? La question, à mon avis, c'est surtout
qu'est-ce qui est possible de négocier? Sur quel objet vont porter ces négociations? Sur la négociation de position de pouvoir, sur la négociation d'un nouveau modèle d'État, parce que on a en face non pas seulement des acteurs qui recourent à la violence, mais des acteurs qui ont un projet politique et des revendications. Donc, est-ce qu'on est prêt à remettre en cause un certain nombre de modèles qui sont associés? On va en parler justement. On va en parler justement. Et là, je me tourne vers le ministre qui, lui, appartient au gouvernement. C'est un aveu d'échec d'accepter de négocier aujourd'hui. Pendant longtemps, on a entendu le président Ibrahim Boubacar Keïta dire « jamais tant que je suis au pouvoir ». Là, d'un coup, oui, on va négocier. Ça veut dire qu'on a échoué, qu'on a perdu 8 années? Non, on n'a pas échoué. C'est une nouvelle option politique favorisée par le contexte politique actuel. Vous êtes sans savoir que le président de la République, dans sa nouvelle demande de quête vers la réconciliation et la paix, a organisé un dialogue national inclusif, lequel dialogue national inclusif est parvenu à des résolutions et des recommandations. Nous sommes dans un programme national aujourd'hui qu'on a remis au président de la République, et c'est face à cette forte demande largement partagée par toutes les composantes de la nation que le président de la République a accepté d'aller vers cette recommandation, d'aller vers les négociations avec Yad Agali et Amadou Koufa. Ce n'est pas une capitulation, ce n'est non un recul, mais c'est une nouvelle demande d'un autre contexte politique social à la suite du dialogue national inclusif. Et donc, nous n'avons jamais jeté l'anathème sur Amadou Koufa, mais c'est la demande forte actuellement du dialogue national inclusif qui est à la base de cette nouvelle option du président de la République. Alors, il se met dans le programme national que le dialogue national inclusif lui a donné en tant que résolution et recommandation. Bien, c'est les recommandations du dialogue national. Tout à fait. Imam Mahmoud Dicko, je pense que vous étiez pour la négociation depuis longtemps. Pour vous, le gouvernement capitule. Pour vous, le gouvernement a trouvé la raison? Merci Alain. J'ai effectivement toujours pensé qu'il fallait négocier, tout simplement parce que je sais l'état dans lequel le Mali se trouve aujourd'hui. Un état faible, et il faut avoir le courage de le dire. Une armée qui est dans une situation très délicate, à l'image même de la société malienne aujourd'hui. Faire face à une longue guerre comme celle-là, une guerre sans fin, est très difficile à supporter pour le Mali. Et je crois que la raison a parlé. Je ne suis pas moins surpris. Je pense même que le monde, je ne le comprends pas. Souvent, ils sont dans un paradoxe, puisque, vous savez, nous sommes à une époque où il y a une campagne mondiale pour l'abolition de la peine de mort, tout simplement pour sauvegarder la vie. Si aujourd'hui, pour sauvegarder des vies humaines, on pense qu'il faut négocier avec des gens, je ne vois pas comment ça doit être pour les gens une surprise. Alors, c'est peut-être pas une surprise, mais j'ai envie de me tourner vers Moussa Mara en disant avec qui on négocie. Puisque vous avez l'air tous ici, sur ce plateau, finalement, de dire il faut négocier. Ce n'était pas le cas il y a quelques semaines. Là, tout le monde dit il faut négocier. Mais avec qui on va négocier, Moussa Mara? D'abord, je pense que, comme le ministre l'a reconnu, c'est d'abord une volonté forte exprimée par la majorité des Maliens à l'occasion du dialogue national. Et la recommandation qui stipule la négociation indique très clairement avec qui négocier, c'est-à-dire avec Amadou Koufa et avec Yad Agali. Seulement la question que moi je me suis toujours posée, c'est qu'aujourd'hui, sur le terrain, Amadou Koufa et Yad Agali ne sont pas les seuls acteurs. Et je dirais même aujourd'hui, quand on regarde la tendance, les acteurs les plus prédominants et les plus violents, c'est plutôt l'État islamique au Grand Sahara. Donc est-ce qu'il faut aussi négocier avec l'État islamique au Grand Sahara de El Saharaoui? C'est là où la question peut-être mérite d'être posée. Sinon, la recommandation du dialogue dit très clairement, il faut négocier avec Amadou Koufa et Yad Agali. Alors, c'est une question qui est posée. Et je pense que vous n'êtes pas le seul à poser la question. Est-ce pourquoi avoir réduit la négociation à ces deux-là seulement, en sachant très bien que peut-être qu'ils ne sont même plus les plus puissants sur le terrain et qui ne sont peut-être pas si libres que cela, Monsieur le ministre? Vous savez, le président de la République, il est le garant de la Constitution du Mali.
il doit négocier avec le respect des règles constitutionnelles et des valeurs républicaines. Donc je pense que ça, c'est le fondamental qu'il faut mettre dans les négociations. Et puisque c'est la grande majorité des Maliens, dans leur grande volonté exprimée, qui ont demandé au président de la République d'aller vers cette option, en plus de l'option militaire qui est sur le terrain, et donc cette option politique va permettre certainement à atteindre les objectifs de la paix et de la réconciliation tant souhaités par le Mali. Vous n'êtes pas sans savoir que le centre du Mali, depuis 2 ans, 3 ans, est confronté à d'énormes difficultés multidimensionnelles. La crise a affecté tous les secteurs et il est demandé aujourd'hui au président de la République pour réussir à résoudre cette crise qui ne peut pas être résolue, ça c'est le constat que tout le monde fait. Par l'option militaire, mais ma question, elle est ailleurs. Oui. C'est avec qui on négocie? Doit-on négocier seulement avec les deux, Koufa et Agagali? Pour l'instant, Yad Agali et Koufa sont des Maliens. Oui, mais il y a d'autres qui se battent sur le terrain. Ceux qui se battent sur le terrain, qui ne sont pas des Maliens, ils ne sont pas dans la sphère de la négociation, naturellement. Oui, mais si c'est ceux-là qui apportent le désordre de l'extérieur. Ça, c'est ce que les constats disent. Mais pour le moment, les Maliens que nous connaissons dans cette guerre et qui sont à la base de cette guerre sont Amadou Koufa et Yad Agali. Donc, pour l'instant, ce sont eux qui ont été cités dans les dialogues et c'est pour cela que leur nom revient très souvent et récurremment dans les négociations. Doit-on négocier seulement avec ces deux-là? Est-ce qu'on doit élargir? Est-ce que ça ne fausse pas d'entrée de jeu le principe même de ce dialogue qui est ouvert? Je pense que la désignation, ce qui fait partie de votre question, pourquoi est-ce qu'on a identifié Yad Agali et Amadou Koufa comme interlocuteurs? Je pense que ça tient aussi au type de relations et de méthodes de combat qui ont été utilisées par les différents groupes. On s'aperçoit que les cibles qui ont été choisies par ces groupes affiliés à AQMI a semblé davantage tourner vers des représentants de l'État et non pas vers des populations civiles. Ils ont semblé s'attaquer de manière beaucoup moins aveugle à certaines populations démunies et je pense que ça aussi, ça peut expliquer une des raisons pour lesquelles on les a choisis pour interlocuteurs. Après, bien sûr, on va se poser la question de savoir quelle est leur marge de manœuvre. Absolument. Et par rapport justement à l'État islamique au Grand Sahara avec lesquels il y a une compétition et d'autre part avec la centrale d'AQMI elle-même. Alors, Imam Mahmoud Dicko, êtes-vous pour qu'on négocie seulement avec ceux-là ou doit-on élargir les participants à cette discussion? Je crois que négocier, c'est d'abord une volonté. Nous voulons négocier. Ceux qui sont cités sont seulement de tête de chapitre. Mais si le principe de négocier est déjà accepté, ça veut dire qu'on va négocier avec tous ceux qui sont sur le terrain, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est dire aujourd'hui que ceux qui sont la réalité du terrain, État islamique, d'autres partis, c'est très difficile à déterminer pour quelqu'un qui est en dehors de cette situation parce que c'est des gens qui s'entremélangent entre eux, c'est eux qui savent. Mais je pense réellement que le fait de citer les deux, parce que les deux sont les principaux, qui sont connus, qui sont des Maliens, avec lesquels nous pouvons entamer le début de cette négociation. Alors, j'ai envie de me retourner vers l'étudiante. Quand vous entendez ça, vous pensez que ça peut apporter la paix de négocier avec ces deux-là seulement? Ou vous êtes sceptique? Je pense qu'on ne peut pas frapper au même moment tout le monde. Et ici, ce sont les deux principaux acteurs qu'on a sélectionnés. On devrait essayer de discuter avec eux et après, on verra s'il y a d'autres alternatives. On ira vers ça. Pour vous, ça ne vous dérange pas? On va négocier avec ces deux-là et puis on verra après. Oui. Monsieur Moussamara, ce n'est pas votre point de vue. Il faut ouvrir tout de suite les négociations avec l'immense majorité. Non, mon point de vue est un peu autre. En fait, je dis, le peuple a parlé. Le président de la République a écouté le peuple et il a ouvert la possibilité. La vraie question aujourd'hui, c'est négocier avec les deux, mais négocier de quoi? Les deux, Yad et Amadou Koufa, quelles sont leurs ambitions politiques? On va parler de leurs revendications. Voilà, donc après. Je pense que c'est essentiellement ça. Commencer par 2, élargir à 3, aller à 4, ce n'est pas vraiment le problème. Maintenant, le cœur, c'est de quoi négocier et jusqu'à quel niveau accepter
les prétentions et les ambitions des uns et des autres. Quand on dit le peuple a décidé, est-ce que vous, ici dans cet amphi, vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous avez envie que l'on négocie avec ces deux-là? Avez-vous envie que l'on négocie avec eux? Moi, j'en vois un qui dit non, il n'est pas chaud pour la négociation. Pourquoi ne seriez-vous pas chaud pour la négociation avec eux? Je vous passe le micro, comme ça vous allez me le dire. Ok, moi je pense qu'il ne fallait pas négocier. Moi, c'est Daouda Diarra. Et je pensais qu'il ne fallait pas négocier avec ces deux terroristes-là. Parce que si on a signé l'accord d'Alger entre ces djihadistes-là. Bon, ces accords n'aboutissent à rien du tout. Bon, après, si on négocie avec eux encore de plus, bon, je ne crois pas si on aura un résultat. Vous êtes sceptique, vous croyez qu'ils ne sont pas fiables. Pour vous, c'est ça. Et pour vous? Okay, merci, moi aussi, Diawara Djimé. Comme le Premier ministre l'a dit, on va négocier sur quoi? On sait que le Mali, c'est un pays démocratique. C'est un pays dont il y a, c'est-à-dire plusieurs pratiques multiconfessionnelles. Donc, on connaît par avance ce que ces gens pensent. Donc, c'est très difficile de négocier avec eux. Alors, revient souvent les questions on va dire, des revendications de ce mouvement-là. On va en parler dans la seconde partie, mais j'ai envie de poser la question encore à un étudiant ici qui va me dire ce qu'il en pense. Faut-il négocier ou pas? Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Konaté Alassane, gestionnaire en formation. En ce qui concerne la négociation, je dirais oui. Compte tenu des moyens financiers qu'on n'a pas totalement, les moyens techniques qu'on n'a pas totalement en main, je soutiens l'ex-premier ministre concernant son avis sur le sujet. Effectivement, on doit négocier. Bien. Alors, les avis sont assez partagés. On négocie pas, on négocie pas. On va évoquer les revendications. Sur quoi on négocie, Imam Marmoudiko? Pourquoi? Sur quel sujet va-t-on négocier? Quelles revendications sont déjà celles des djihadistes? La revendication qu'ils disent, que tout le monde entend, c'est l'application de la charia. Nous, une négociation s'appelle négociation. On va avec les arguments que nous avions. Pour nous, le Mali, le préalable, c'est d'abord chercher la paix. Maintenant, comment est-ce qu'il faut atteindre cette paix? Qu'est-ce qu'ils vont accepter? Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va accepter et ne pas accepter? Ça, c'est dans la négociation qu'on va définir cela. Mais faire des préalables, désigner des lignes rouges avant même qu'on ait le principe de l'acceptation de négociations par les autres, je crois que c'est un peu utopique. Pour vous, vous acceptez que l'on puisse négocier sur la charia, sur l'instauration de la charia? Non, moi je pense que la charia, c'est même pas une option à envisager. On s'est dit que le Mali est un pays démocratique et la constitution est là pour punir ceux qui commettent des fautes. La charia, elle est vraiment pas envisageable. Bien, je pense que c'est le même point de vue que vous avez, Nagalé. Moi, je pense qu'il y a 4 éléments différents au-delà de la question de la charia. Il y aura la question des positions politiques qui pourront être négociées, la question des réformes en termes de politique publique. Est-ce qu'il faudra revoir les politiques en matière d'éducation, les politiques en matière de justice? Et ça, c'est au niveau de l'État central. Mais il y a également la question de savoir ce qui va être négocié au niveau local. On sait qu'il y a des espaces qui se sont autonomisés par rapport à l'autorité de l'État. Est-ce qu'on va les institutionnaliser de facto? C'est un élément fondamental. C'est-à-dire une espèce de partition. On va en parler dans la seconde partie du débat africain. Le quatrième élément, pardonnez-moi, c'est celui de la relation avec les acteurs extérieurs. Quelle relation avec les acteurs extérieurs, notamment avec la France? On en parle justement, je vais revenir vers vous. On en parle dans la seconde partie du débat africain puisque nous arrivons au terme de cette première partie. Nous avons déjà écoulé les 20 minutes et je vous demande de rester avec nous. On se retrouve juste en négociant avec eux. Est-ce cohérent? Est-ce souhaitable au vu des objectifs poursuivis par l'État malien et par les djihadistes? Sur quoi doit-on discuter avec eux? Maintenant que le président Ibrahim Boubacar Keïta a rendu officielle cette démarche, peut-on espérer une accalmie? Quelles sont les revendications de ces djihadistes en fait? Au regard du nombre de mouvements des bandes armées qui opèrent dans le pays et dans la région en général, avec qui faut-il négocier? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Bamako dans le cadre du 20e anniversaire du Forum de Bamako. Nous sommes en public à la Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, dans l'amphithéâtre 500 avec un public particulièrement chaud.
Bamako est là? Oui. Est-ce que Bamako est là? Oui. Plusieurs invités sur ce plateau également. D'abord, Maître Baber Gano, ministre de l'Intégration africaine, secrétaire général du Rassemblement pour le Mali, RPM, parti présidentiel. Second invité de ce plateau, Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, résident du parti Yelema, candidat à la prochaine élection législative en commune 4 du district de Bamako. Notre troisième invité est l'imam Mahmoud Diko, ancien président du Haut Conseil islamique malien. Il a lancé en septembre dernier la coordination des mouvements, associations et sympathisants, CMAS. Quatrième invité de ce plateau de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, Dr Niagale Bakayoko, politologue, présidente de l'African Security Sector Network, une organisation panafricaine qui rassemble des spécialistes de la réforme des systèmes de sécurité. Nous a rejoint sur ce plateau Abdelkader Maïga, président de la coalition contre la partition du Mali, Igda Mali Tila. Bonjour et bienvenue Abdelkader Maïga. Et merci d'être là. Merci beaucoup, Alain. J'ai envie de commencer par vous, puisque vous n'étiez pas dans la première partie, sur l'idée de la négociation avec les djihadistes. Vous êtes pour ou contre? Moi, je suis avec tout mon mouvement. Nous sommes d'accord qu'il faut négocier, mais il faut clarifier les choses. La demande de négocier avec les terroristes n'a pas commencé avec ce dialogue national qui vient de se terminer. La demande a été faite avec la conférence d'entente nationale qui s'est tenue en 2017. Et malheureusement, ils ont fait exprès de mettre ça dans les tiroirs et finalement, on revient à la table de départ. Mais là, maintenant, on négocie. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune différence entre les gens avec lesquels nous avions signé les accords. l'ACEMA et ces terroristes, c'est du pareil au même. Si on accepte de négocier avec l'ACEMA, ou certains responsables, comme le premier responsable du HCIA, qui est également cité par les Nations Unies comme étant membre de ceux qui sont terroristes, il n'y a pas de raison qu'on ne négocie pas avec IAD, avec n'importe qui sème la terreur sur le territoire national. Une fois que c'est dit, on va passer aux revendications. Sur quoi doit-on négocier et sur quoi ne doit-on pas négocier, M. Moussa Mara? Moi, je pense que, très sincèrement, ce que j'ai entendu tout à l'heure des jeunes, ils ont dit tout à l'heure Allahu Akbar et après ils ont dit Alléluia. C'est ça le Mali. Notre pays est un pays multiconfessionnel, est un pays laïque. Laïque pas dans les textes, mais laïque socialement. Si nous devons engager quoi que ce soit comme discussion, nous ne devons jamais transiger sur ça. Ce ne sont pas les textes, hein, c'est la société malienne qui est comme ça. Donc si vous êtes opposé à l'idée de la charia? Il faut, je ne sais pas, hein, parce qu'il y a plusieurs formes d'interprétation, de discussion par rapport à la question de la charia. Je dis simplement, nous ne devons jamais transiger sur le fait que tous les citoyens maliens, quelle que soit leur croyance, ils sont d'abord maliens. Nous ne devons jamais transiger sur ça. C'est ce qui a fait notre pays, sa diversité ethnique, sa diversité religieuse, sa diversité même de conception philosophique. C'est ça la force du Mali et sa spécificité. Ça, c'est un élément important qu'il faudrait tenir compte. Alors, là, c'est garder le Mali entier. Pas de partition du Mali, pas de division. Sur quoi ne faut-il pas négocier, d'après vous, Niagale? Alors je pense que il faut de toute façon, moi je suis un acteur extérieur donc je ne vais pas dire sur quoi il faut négocier, je ne suis pas dans la prescription, mais je pense que la question du modèle d'État que l'on propose doit être au cœur des discussions parce qu'aujourd'hui ce à quoi on assiste, au-delà de ces revendications religieuses d'ordre djihadiste, c'est aussi une remise en cause du modèle d'État qui est perçu par de nombreux acteurs, notamment les populations dans des zones reculées, comme ayant failli en matière de démocratisation, en matière d'éducation, en matière de décentralisation, en matière de politique de développement, en matière de sécurité, en matière de justice. Donc aujourd'hui, je pense que tous ces éléments qui ont fait la politique publique de ces États doivent être au cœur aussi de ces négociations parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est du modèle de société qu'on veut proposer. Alors quand vous dites modèle de société, peut-être les étudiants qui sont ici comprennent, mais très concrètement, ça se matérialise comment? Qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas accepter? Certainement l'exclusion de certaines parties de la société, puisque justement, ce qui est au cœur de ce conflit, à mon avis, aujourd'hui, c'est la question de l'inclusivité, la question de la capacité à parler à l'ensemble des segments de la population. Que doit-on refuser de négocier? Jusqu'où doit-on aller, maximum? Moi, je pense que
ce serait prétentieux de la part du Mali, au stade où nous sommes, il faut être franc, de dire qu'on va baliser les axes de négociation. Parce que nous sommes dans un état failli. Ce que nous allons négocier dépendra de notre capacité à faire face à l'ennemi. Donc, il ne faut pas se tromper. Les raisons évoquées pour arriver à cette crise, je suis désolé de dire tout ce qu'on vient de dire, projet de société, inclusion ou exclusion, tout ça c'est faux. Le Mali a été victime d'un complot international et nous avions eu des Maliens. Nous avions eu des Maliens qui ont prêté le flanc pour que le Mali soit divisé. Ils ont prêté le flanc pour que le Mali ne soit pas stable. Et nous avions trouvé des dirigeants à l'intérieur du pays qui ont été complices de ce complot. À qui vous pensez? Voilà la réalité. Et c'est pourquoi, en se référant sur l'accord d'Alger, je vais vous dire, le Mali avait 12 pages de réserve sur l'accord d'Alger, mais malheureusement, on n'a même pas pu obtenir un changement dans l'accord d'Alger, qui est un accord mauvais pour le Mali. Donc, si nous voulons aujourd'hui négocier, je pense que ce serait bien d'abord d'accepter le principe de négocier avec tout le monde. Dans la négociation, jaillira la lumière. Oui, mais dans le même temps, quand vous allez à la négociation, monsieur le ministre, aujourd'hui vous avez quand même balisé, on ne va pas tout accepter. Vous ne partez pas en position de faiblesse, comme il est en train de le dire, monsieur Maïga. Bien sûr, l'État du Mali est un État républicain et la feuille de route qui a été remise au président de la République, c'est sous le strict respect des règles constitutionnelles et des valeurs républicaines. Ne sont pas négociables. La forme républicaine de l'État, la laïcité, le principe de l'intégrité du territoire national, ça ce sont des principes que nous ne pouvons pas négocier. Bien. Tout est négociable sauf la forme républicaine de l'État, la laïcité, l'intégrité du territoire, la partition du Mali et la reconnaissance de la constitution du Mali. Imam Dicko, que dites-vous à cela quand vous entendez ceci? Ces éléments qu'il évoque qui ne peuvent pas être négociables. Écoutez, M. Alain, ça me fait sourire. Je Ah le bon? dis très franchement, ça me fait sourire. J'ai entendu ma fille ici qui dit non, la charia, on n'en parle pas. Voilà. Je vais vous dire quelque chose, parce que nous sommes un État démocratique. Est-ce qu'on l'est? On n'est pas un État démocratique. C'est puisque la République, on dit intouchable, a failli. Cette République-là a failli, cette démocratie a failli. C'est ce qui a fait le lit aux terroristes et aux autres. C'est cette mauvaise gouvernance qui a mis le Mali dessous, qui a permis tout cela aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est intouchable, non, c'est la ligne rouge. Mais cette ligne rouge, ce qui est intouchable, qui l'a détruit? C'est d'abord ceux mêmes qui sont chargés de le protéger. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on oublie la République, on installe la charia, un État islamique. On n'oublie rien, on n'installe rien. Nous sommes des hommes qui ont de la raison. Nous avons failli, l'État est en faillite. Aujourd'hui, il faut chercher un moyen pour sauver cet État. Il faut d'abord instaurer un semblant de paix pour que nous puissions au moins savoir où est-ce qu'on va. Mais est-ce qu'on doit installer la paix avec des gens qui ont envie de faire la guerre, qui ont envie d'installer un État? Écoutez, le monde a connu des choses pures que ça, mais les gens ont parlé entre eux. Ce n'est pas aujourd'hui un tabou que nous puissions vraiment nous parler pour chercher une voie. Mais quelles sont les revendications réelles de ceux avec qui on veut discuter? Parce qu'on ne les a pas beaucoup entendus. On vient de citer quelques éléments, c'est la charia entre autres. C'est quoi leurs revendications? Est-ce qu'ici au Mali on le sait? Bon, Monsieur Moussa Mara. en tout cas, quand on écoute un peu les rares communications qu'ils font, la première question, c'est d'abord, je pense, le départ de toutes les troupes étrangères de notre territoire. Ça, c'est demandé presque par tous les groupes terroristes. La deuxième chose, je pense, c'est la mise en place d'un ordre sociopolitique sur les espaces qu'ils contrôlent, où il y a le rejet de l'éducation, où il y a le rejet d'un certain nombre d'éléments qui sont substantiels de l'État. Et il y a même la présence de l'État qui est rejetée, la justice est rejetée, un certain nombre de choses sont rejetées. Je pense que quand on écoute dans le détail ce que les groupes terroristes demandent, il est très difficile d'envisager un accord avec ces groupes terroristes en termes d'administration d'espace, en termes de gouvernance politique, en termes même d'ordre sociopolitique. Mais ce que vous décrivez, c'est un peu le chaos. Je pense qu'il faut commencer parce que aujourd'hui,
le principe de discussion avec les groupes terroristes, c'est un principe qui est ultra majoritaire au Mali. Il faut au moins commencer. En commençant et en récupérant, si tant est que nous arrivons même à entrer en contact avec les groupes, parce que ce n'est pas encore le cas, en récupérant un peu de leurs prétentions, il faudrait que les Maliens sachent cela aussi. Je pense qu'il y a un fait qui est incontestable dans notre pays, c'est que la population est grandement ignorante des réalités du pays et elle est grandement ignorante de la façon dont le pays est gouverné. Vous avez par exemple le mythe du complot extérieur. Quand on a dit tout à l'heure complot, tout le monde a applaudi. Mais moi je vais vous dire ici, vous jeunes, si le Mali est dans le trou aujourd'hui, les Maliens sont les premiers responsables. Et quand je dis les Maliens, il y a les leaders politiques, mais il y a aussi la société civile. Et la société civile, je n'exclus pas les religieux. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe dans notre pays. Arrêtons de jeter l'anathème sur les uns et les autres. Regardons comment nous allons répartir de nouveau sur de nouveaux ordres qui s'imposeront à tous. Le mythe du complot extérieur, ça nous empêche de regarder nos propres responsabilités. Quand nous payons des avions qui ne décollent pas, ce n'est pas la France qui est responsable de ça. Nous sommes responsables de ce qui se passe. Donc moi je souhaite qu'on ouvre les discussions si on y arrive et maintenant qu'on vienne avec les prétentions des groupes terroristes et qu'on demande aux Maliens si on est prêt à accepter ce que les terroristes proposent. Alors aujourd'hui on entend beaucoup justement cette thèse du départ des troupes étrangères qui est un préalable pour la négociation. Pensez-vous cela envisageable, souhaitable dans l'immédiat, Dr Bagayoko? Alors, en effet, les positions ont aussi évolué de ce point de vue-là. Est-ce souhaitable ou envisageable? C'est pas forcément la même question. Tout dépend du projet politique, une fois de plus, que l'on poursuit. Aujourd'hui, si on regarde ce qui a été décidé à Pau, ce qui est fixé comme objectif politique, c'est le rétablissement. À Pau en France. Oui, le 13 janvier. Ce qui est proposé comme objectif politique, c'est le rétablissement de la souveraineté de l'État. Mais quel type de souveraineté? On touche exactement à ce dont parle Monsieur le Premier ministre, c'est-à-dire localement. Est-ce qu'on va accepter que des espaces, soit qui sont aujourd'hui de facto soustraits à l'autorité de l'État, soient institutionnalisés comme en effet lui échappant? Est-ce qu'on va accepter un autre modèle aussi d'éducation? Est-ce que aujourd'hui on n'est pas dans un schéma où ce qui est aussi remis en cause, c'est le modèle de sécurité qui a été promu depuis des années, depuis les années d'indépendance, non seulement dans le cadre de l'intervention, mais aussi dans le cadre de la coopération militaire. Je pense que tout ça va être aussi discuté, mais discuté dans ce rencontre-là. On a entendu beaucoup de jeunes, beaucoup réclamer le départ des troupes étrangères sur le territoire. Est-ce que vous voulez que ces troupes qui ont protégé le Mali pendant un certain temps déjà partent du territoire? Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'envisageable dans l'immédiat? On va tendre le micro à monsieur. Il va nous dire ce qu'il en pense. Présentez-vous. Bonjour tout le monde. Je réponds à l'identité de Balo Salif, étudiant à la faculté de sciences économiques et gestion de Bamako, licence 3 économie. Moi, je pense que à ce qui concerne le départ des troupes étrangères, je pense que avant toute connaissance préalable, il faut d'abord envisager. Essayons de voir partout où ces troupes se sont présentées dans le monde, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter comme paix. C'est la synthèse que nous devons faire. Est-ce que si nous continuons avec la présence de cette troupe, le Mali pourra un jour avoir la paix désirée? Moi, je ne pense pas. Donc, moi, je pense qu'il faut le départ de cette troupe. Parce que, en aucun cas, on a vu que cette troupe a été et a apporté la paix. Donc, ce sont les faits qui comptent. Est-ce que c'est envisageable, monsieur le ministre, dans l'état actuel des choses? Non, je pense que ce qu'il faut comprendre de la présence des forces étrangères au Mali, c'est d'abord pour aider le Mali à acquérir sa stabilité. Aujourd'hui, l'État peine à exercer sa souveraineté, sa pleine souveraineté sur l'étendue du territoire national. Vous avez la chance, vous, étudiants issus de Bamako, d'étudier tranquillement dans cet amphi. Mais vous savez que le gouvernement du Mali envisage de construire des universités à Bandiagara, envisage de construire des universités à Tombouctou. Mais pour l'instant, le vrai problème de la construction de ces universités, c'est la question sécuritaire. Tant que la question sécuritaire n'est pas résolue, il est difficile pour le Mali et pour l'État d'arriver à gagner du terrain et à exercer sa pleine souveraineté sur l'étendue du territoire national. Donc aujourd'hui, les forces étrangères aident les forces armées du Mali à stabiliser le Mali.
il n'est pas envisageable. Mais vous savez que vous avez du mal quand vous dites ça à quelqu'un et qu'il voit le nombre d'attaques qu'il y a sur le territoire, le nombre de morts qu'il y a eu pendant ces 8 dernières années. On se dit, stabiliser peut-être, mais il y a toujours des attaques et de plus en plus. Mais évidemment, c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut aller au dialogue. Parce que ceux qui sont à la base de ces tueries, au centre et au nord, sont connus. Ils sont ciblés et ils sont qualifiés comme étant des terroristes. Et ils se disent affiliés à des groupes qui répondent d'Amadou Koufa et de Yad Agali. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut aller d'abord poser le principe de la négociation avec ceux-là avant de passer à l'autre aspect qui est l'aspect de pacifier le Mali. Imam Mahmoudiko, est-ce que c'est envisageable de demander à ces troupes-là de partir aujourd'hui, puisque c'est l'une des revendications fortes de ces mouvements djihadistes? Est-ce qu'on ne devrait pas passer à autre chose en attendant? Bon, vous savez, ce n'est pas à moi d'apprécier s'il faut que ces gens-là aillent ou pas. Je pense qu'il y a des voies plus autorisées. Ceux qui gèrent le pays, c'est eux qui ont demandé la venue de ces troupes étrangères. Moi, on ne m'a pas consulté quand ils... Mais dans le même temps, ces troupes-là ont gardé une certaine stabilité du pays. On ne m'a pas consulté, il n'y a pas eu un référendum, on n'a pas demandé l'avis des Maliens, on a amené des gens qui sont là. S'ils doivent partir, ceux qui les ont amenés trouveront le moyen de les faire partir. Oui, mais dans la négociation, ça ne doit pas être le préalable. S'il y a un préalable, ça va aussi se discuter. On n'est pas encore en face de ces gens-là pour savoir qu'est-ce qui est préalable, qu'est-ce qui n'est pas préalable. Même le principe même d'accepter qu'on va dialoguer, ça c'est nous qui sommes en train de parler. De leur côté, on n'a rien entendu pour le moment. On ne les a pas contactés? Vous n'avez pas pris attache avec eux pour négocier, monsieur le ministre? Vous avez entendu le haut représentant du président de la République, son Excellence Dioncounda Traoré, qui s'occupe de la question du centre et qui à un moment donné, lors d'un point de presse, a révélé qu'il a envoyé des émissaires qui sont allés vers le contact avec ces deux personnalités. Et qu'est-ce que ça a donné? Nous n'avons pas le retour de cette information parce que c'est géré à un niveau qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est le professeur Dioncounda Traoré qui est le représentant du président de la République et c'est certainement lui qui a les mandats et les thèmes de référence des émissaires qui sont allés au contact de ces groupes terroristes. Pour l'instant, nous sommes dans l'attente des résultats. J'espère qu'ils vont arriver à prendre leurs contacts et que très bientôt, ces négociations qui sont annoncées par le chef de l'État vont être entreprises avec ces groupes terroristes. On va rester très attentif à ces négociations. On reviendra vers vous lorsque ces négociations seront entamées et on en discutera puisque pour l'instant, visiblement, le contact n'est pas encore totalement pris. Merci à vous en tout cas. Nous arrivons au terme de cette émission du débat africain ici à Bamako et je voudrais que vous vous fassiez entendre et merci de nous avoir accueillis.